bonjour à tous. Ce webinaire est organisé par le réseau de périnatalité en collaboration avec les CPDPN et les professeurs Vessière et professeur Gascoigne qui nous font le plaisir d'animer un petit topo. Je laisse la parole à Olivier Thibault-Georges, donc président du RPO, qui va un peu vous présenter aussi les objectifs de ce webinaire. Parfait, merci Jérôme d'avoir organisé ce webinaire et merci aussi à tous les participants de s'être connectés, à Christophe et Géraldine et Florent d'être présents pour animer la session. Donc, on va vous présenter un peu le rationnel scientifique qu'il y a derrière le choix des courbes OMS pour l'échographie anténatale et également le rationnel pour les courbes de poids postnatales. Vous savez que c'est un sujet qui a fait débat. Ce qui nous semblait, en tout cas, une évidence, c'est qu'au sein d'un réseau, on doit parler le même langage. Il est très important que dans un réseau, on utilise tous les mêmes courbes. Et donc, le réseau, pour essayer de voir quelle était l'option à prendre, c'est tourner vers son partenaire, ses partenaires naturels, que sont les CPDPN, puisque c'est en collaboration avec le CPDPN qu'on fixe nos pratiques dans le réseau. Les trois CPDPN avaient un consensus pour l'utilisation des courbes OMS. C'est le cas dans de très nombreux réseaux périnataux en France. Et donc, c'est l'option qui est recommandée dans le réseau que d'utiliser ces courbes. Pour autant, une recommandation, c'est bien d'en comprendre le rationnel scientifique, de savoir pourquoi ce choix a été fait. Pas simplement, ce n'est pas un choix autoritaire, c'est un choix réfléchi par les CPDPN pour essayer d'utiliser l'outil le plus pertinent possible. Et donc, le but de ce webinaire, c'est de vous exposer tout le rationnel qu'il y a derrière ce choix, qui est l'option à prendre. Alors, il a été difficile de trouver un créneau horaire pour cette session. Donc, moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous. Je vous rejoindrai peut-être à la fin. J'ai quelques échos encore à faire, au cours desquels j'utiliserai les courbes OMS. Et donc, je vous laisse dans de bonnes mains qui vont vous refaire ces topos que j'ai déjà eu l'occasion de suivre plusieurs fois et vous allez le voir, ils sont passionnants. À tout à l'heure peut-être. Merci Olivier. Rapidement, je voudrais exposer deux, trois points sur les modalités de ce webinaire. Donc, vous pourrez poser des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à le faire. On a Dominique Foissin qui répertoriera vos questions pour qu'on puisse, après les topos, y répondre au mieux. À la fin du webinaire, vous serez invité à répondre à un questionnaire très court de satisfaction et où on vous invitera aussi à faire part d'éventuelles thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors d'autres événements de ce type. Et le webinaire sera aussi disponible en replay dans les prochains jours, donc vous aurez l'occasion de revoir ou de partager ce topo. Donc rapidement, je vous présente les intervenants. Donc, professeur Vessière ici présent, Madame donc professeur Géraldine Gascoigne, donc tous les deux du CHU de Toulouse, le professeur Florent Fuchs qui est donc PEPH également au CHU de Montpellier qui représente le CPDPN de Montpellier. Et on aura peut-être la chance d'avoir Frédéric Grosjean et Marie Porte qui sont des membres des CPDPN de Nîmes. Donc Dominique Foissin qui est présente également et moi-même donc qui suis sage-femme sur le pôle formation et le pôle T21 au RPO. Le plan du webinaire, donc on propose un rapide tour d'écran et puis ensuite professeur Vessière vous présentera un topo sur les courbes de croissance en anténatal. Il y a eu un petit changement, donc finalement Madame Gascoigne présentera les RPC sur les courbes, cette fois en postnatal et pour l'enfant prématuré. Et si on a le temps, Monsieur Vessière reviendra sur un point plus spécifique sur les courbes de PC. Ensuite, on vous propose de discuter avec les membres des CPDPN présents et enfin de répondre à vos questions. Pourquoi le webinaire? Donc Olivier, on a touché deux mots, mais je rappelle rapidement les objectifs. Donc c'était bien sûr expliquer les choix et les arguments scientifiques qui expliquent le choix de ces courbes.
relayer ce choix auprès des professionnels et des échographistes de la région, dans le but d'harmoniser les pratiques et les définitions pour faciliter les échanges et puis répondre aux éventuelles interrogations des professionnels. Donc je propose que vous fassiez rapidement un tour d'écran pour ceux qui ne connaissent pas les intervenants d'aujourd'hui. Donc professeur Vessière, si vous voulez vous présenter succinctement. Alors, Christophe Vessière, donc je suis PUPH, responsable du centre de diagnostic prénatal au CHU de Toulouse. Donc, je participe activement au CPDPN et j'ai coordonné le groupe de travail CNGOF et Société française de néonat sur les courbes de croissance. Voilà. Merci à vous. Professeur Gascoin. Oui, Géraldine Gascoin, je suis pédiatre en réanimation et médecine néonatale sur le CHU de Toulouse. J'ai participé à CRPC et je faisais partie des 3 pédiatres qui représentaient l'ASFN. Et donc, je vais vous présenter les conclusions. Merci. Professeur Fuchs. Bonjour, Florent Fuchs, donc je suis coordonnateur du CPDPN de Montpellier. Donc on a avec les coordonnateurs des 3 CPDP, donc Agnès Sartor, Christophe Vessière et Eve Moustianim, réfléchi à la mise en place de la courbe qui nous semblait la plus adaptée au regard des recommandations, et c'est important qu'on soit là pour répondre aux questions aussi de l'ensemble des praticiens qui se demandent dans quelles circonstances nous adresser les patientes. Donc on en touchera plusieurs mots pour en discuter à la fin des présentations. Merci. Merci à vous. Du coup, on va commencer avec les présentations. Donc tout d'abord, la présentation du professeur Vessière sur les courbes de croissance. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter le travail sur le choix des courbes de croissance qui ont été faits donc, en anténatal. Donc, c'est un travail qui a donné lieu donc, à une publication selon les recommandations on va dire pour les recommandations pour la pratique clinique du CNGOF. Donc, ça a été publié dans la revue Gynéco-obstétrique, fertilité et cénologie, donc de septembre 2022. Vous pouvez retrouver ce travail. Diapositive suivante. Je ne sais pas si c'est moi qui passe les diapos d'ailleurs. Est-ce que c'est moi? Oui. Ah oui, c'est moi qui les passe. Alors, voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, Jérôme, tu peux me dire si c'est moi qui les passe ou pas? Ou c'est vous qui les passez? C'est moi qui les passe pour l'instant. Ah, je ne peux pas les passer, moi. Oui. D'accord, non, pas de problème. Il faut que je le sache, c'est tout. OK, bah, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Diapositive suivante. Un bref rappel des recommandations que le collège avait émises sur le retard de croissance intra-utérin. C'est un rappel qui me semble assez important. On avait dit qu'il fallait adresser les patientes quand on avait une estimation de poids ou un périmètre abdominal inférieur au 3e percentile, et que pour les patientes à risque, il fallait adresser les patientes quand on était inférieur au 10e percentile. Donc, inférieur au 3e percentile pour les patientes à bas risque, et chez les patientes qui avaient un antécédent de retard de croissance, c'était plutôt inférieur au 10e percentile. Après, peut-être qu'il y a des habitudes différentes dans les régions. Je pense que c'est les recommandations, je vous rappelle, c'est une suggestion au vu de la littérature, un positionnement, mais les pratiques dans certains centres peuvent être différents, et je pense que ça, c'est important de le souligner dès cette étape. Ensuite, on avait discuté l'utilisation des courbes ajustées, donc sur des paramètres classiques qui sont la taille de la patiente, le sexe fœtal, la parité, et ce qui nous paraissait intéressant de le recommander à l'époque en diagnostic, alors qu'en dépistage, ça nous semblait trop compliqué de le généraliser, ce d'autant qu'il n'y avait pas de recommandation pour le faire. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de recommandation franche pour le généraliser, comme on l'avait supposé à l'époque, pouvoir le faire secondairement aux recommandations de 2013. Alors, c'est important à ce stade de bien dire aux personnes qu'il faut bien distinguer le PAG, petit pour la gestationnelle, et le retard de croissance intra-utérin.
C'est-à-dire que le retard de croissance intra-utérin nécessite a priori qu'il y ait une cinétique de croissance, c'est-à-dire que sur 2 points à 1 semaine, 15 jours, 3 semaines d'écart, vous avez une cassure de croissance. C'est ça qui s'appelle le retard de croissance. Ça veut dire qu'a priori, si par exemple vous avez une patiente qui est au 70e percentile et vous faites une échographie, vous trouvez qu'il est au 15e percentile à l'échographie par exemple du 3e trimestre, cela n'est pas normal. C'est un retard de croissance intra-utérin, pourtant il n'est pas PAG. Et donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là, bien sûr, à faire le Doppler, même si on est au 15e percentile, Doppler ombilical, et aussi à adresser cette patiente parce qu'il se passe un événement. Voilà, ça c'est un élément important à signaler. Diapositive suivante. Alors, pourquoi changer les courbes de croissance anténatale? Vous me direz, on était bien tranquille à utiliser en général la courbe du CFEF pour l'estimation de poids et pour le périmètre abdominal, le PC et le fémur, bien qu'il y avait quand même une utilisation d'autres courbes de croissance dans d'autres centres. Eh bien, la raison, elle est plurielle. Mauvais résultat du dépistage des PAG et du RCU en France, on est aux alentours de 20-25%, en tout cas c'était en l'enquête nationale périnatale 2010, c'est quand même assez faible. On avait aussi, paradoxalement, je dis ça parce qu'effectivement là on a une problématique sur les PC un peu petits avec OMS, mais un PC du CFEF qui donnait jamais en fait de petits PC avec un sous-diagnostic des vraies microcéphalies. Sachant que cette courbe du CFEF n'a pas été construite sur les standards internationaux pour sa mesure, mesurée en dehors pour le PC ou pour le PA à la partie externe du crâne ou de l'abdomen, par exemple. Courbe de PF du CFEF ne va pas au-delà de 38 semaines d'aménorrhée, ce qui pose un problème. Mais aussi, on avait constaté, je venais de le dire en début de diapositive, un défaut d'harmonisation dans l'utilisation des courbes. Donc, on souhaitait profiter de ça pour que tout le monde utilise les mêmes courbes. Et c'est un des objectifs du réseau RPO aujourd'hui. Et puis, il y avait un souhait, en fait, c'est parti de là, en réalité, un souhait du CFEF d'abandonner ses propres courbes et d'utiliser le référentiel intergrosse. On est à ce moment-là en 2018, et effectivement, au sein du CNGOF, on dit non, on ne peut pas utiliser ça en routine, comme le souhaitait le faire d'ores et déjà en 2018, il faut l'évaluer. Et c'est vrai que ça partait d'un concept fort intéressant que tout le monde doit utiliser la même courbe et on doit s'adapter. Il n'y a pas de raison que dans différents pays, on n'utilise pas la même courbe. S'ils sont petits en Inde, c'est qu'ils sont sous-nutris, y compris in utero. Donc, ça partait de ce postulat-là qu'il fallait nous adapter au référentiel. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, dans la première réunion que nous avions eue avec un certain nombre de membres du CFEF, on leur dit, nous, l'objectif des RPC, c'est quand même d'évaluer si ces courbes intergrosses ou d'autres, on n'avait pas d'a priori, permet de bien diagnostiquer, et on va le voir dans la présentation, les fœtus à risque, donc inférieurs au 10e percentile, vous verrez pourquoi le 10e percentile, ou les fœtus qui sont à risque de mauvaise issue néonatale. Ça nous semblait une base d'évaluation avant d'introduire une courbe de croissance et de la généraliser en France. Et puis, en effet, il y avait l'apparition, après si vous voulez, les recommandations de 2013, l'apparition de nouvelles courbes, les courbes d'estimation de poids françaises, celles d'Épopée et celles du CFEF. Et puis, en effet, plusieurs courbes prescriptives qui sont les courbes intergrosses, les courbes américaines du NICHD ou les courbes OMS. Diapositive suivante. Rapidement, 22 réunions, c'est une des premières recommandations où on a pu avoir 2 études françaises de comparaison des courbes qui ont été faites et initiées par notre groupe de travail du CNGOF à partir de 2 cohortes différentes et aidées bien entendu par l'équipe INSERM Épopée durant ces RPC. On a ensuite fait valider les textes. On est sur le modèle des RPC d'avant les picogrades, tel que c'est fait actuellement, puisqu'on a commencé en 2018. Donc, on a fait valider et corriger par une trentaine de lecteurs et on a donné pour chacune des recommandations une force et une qualité de preuve, ce qui est assez intéressant aujourd'hui dans l'évaluation pour que vous puissiez juger de la force et de l'intérêt d'utiliser les recommandations qu'on donne. Et on a publié ça dans la revue française Gynéco-obstétrique, fertilité et scénologie. Diapositive suivante.
Alors, critère de choix d'une bonne courbe, diapositive suivante. Eh bien, assez raisonnablement, comme la plupart des guidelines, comme la plupart des sociétés savantes, ça reste d'essayer d'utiliser des courbes de croissance qui privilégient les petits pour la gestationnelle au dépistage des gros pour la gestationnelle, on appellera ça les GAG, puisqu'il y a une mortalité périnatale qui est supérieure pour les PAG RCU que pour les GAG, on y reviendra. Et donc, on va privilégier et surtout être attentif à la sensibilité de dépistage et avec un taux de faux positif qui nous semble raisonnable. Comme vous pouvez l'imaginer, si vous dépistez beaucoup de PAG, vous allez dépister peu de GAG. Si vous dépistez peu de PAG, vous allez dépister beaucoup de GAG. Vous imaginez bien, si vous montez ou si vous descendez la courbe, il va y avoir une implication en miroir du taux de dépistage ou de la sensibilité de dépistage des PAG versus la sensibilité de dépistage des GAG en fonction de la courbe que vous allez utiliser. Et donc, la littérature est assez homogène pour dire qu'il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre les données observées, taux de dépistage en pourcentage, et la distribution attendue pour les percentiles extrêmes, en particulier 3e, 10e, 90e, 97e. Et donc, c'est un consensus de la plupart des sociétés savantes qui sont en particulier la FIGO, le NICHD et l'OMS, qui sont peut-être utiliser une courbe prescriptive, mais en tout cas une courbe plutôt qu'une courbe descriptive. La courbe descriptive, c'est une courbe qui est adaptée à la population, alors que la courbe prescriptive, elle a été faite sur des populations à bas risque et elle doit être utilisée, elle est censée pouvoir être utilisée dans toutes les populations. Donc, c'est ce qui différencie les courbes prescriptives et les courbes descriptives. Et l'OMS a d'emblée, en sortant sa courbe prescriptive, en disant « Attention, oui, a priori, le concept des courbes prescriptives nous intéresse. Tout le monde devrait pouvoir utiliser la même courbe, ça a un sens. Mais vérifiez quand même sur votre population que ça fit et que ça correspond et que vous dépistez bien, en particulier, vos 10% de PAG. Diapositive suivante. Et donc, voilà, sur l'enquête nationale périnatale, a été vérifié déjà, est-ce qu'effectivement, c'est logique de privilégier le dépistage des PAG que le dépistage des GAG. Vous avez au milieu le groupe de référence adapté pour l'âge gestationnel, entre donc le 10e et 90e percentile, donc là 82% de la population de l'enquête nationale périnatale, vous voyez. Donc, ils étaient 10%, donc on part d'un odds ratio à 1, et vous voyez que par exemple, inférieur au 3e percentile versus supérieur au 17e percentile, vous voyez bien que le risque d'avoir une mauvaise issue néonatale est bien supérieur pour les PAG inférieurs au 3e percentile que pour les GAG supérieurs au 97e percentile. Donc, il y a une certaine logique et de mieux dépister les PAG et donc d'être bien attentif à utiliser une courbe qui ne sous-estime pas le diagnostic des PAG. Diapositive suivante. Cette diapositive montre deux choses. D'abord, l'importance de l'identification des PAG. Par exemple, là, c'était sur une population suédoise où ils ont regardé la différence de dépistage ou de mauvaise issue selon qu'on dépistait ou non le PAG avant la naissance. Et vous voyez bien qu'en termes de mauvaise issue, il n'y a pas photo, ça augmente le risque de ne pas les dépister. En termes de mort foetal utero également, la détection diminue de 90% ce risque, ou de décès ou de détresse respiratoire. Et on retrouve aussi que pour les courbes qui étaient utilisées, l'importance de ne pas sous-dépister les PAG, de bien utiliser le 10e percentile, parce qu'on a une augmentation assez nette, et qu'un sous-dépistage faisait augmenter dès le 10e percentile le risque d'avoir une mauvaise issue ou une mort foetale in utero. C'est pour ça qu'on est très attentif, on a été très attentif à ce paramètre-là dans le choix, la proposition de choix des courbes. Diapositive suivante. Gardozzi, qui a beaucoup travaillé sur les courbes customisées ou courbes ajustées, a montré la même chose. C'est-à-dire qu'on voit
par rapport à l'absence de retard de croissance intra-utérin, avec un taux de décès qui n'est pas nul dans un groupe comme ça. Mais si vous regardez les RCU détectés versus les RCU non détectés inférieurs au 10e percentile, vous voyez bien que ça a un impact, que le décès in utero est clairement augmenté si vous avez une courbe qui sous-diagnostique les PAG. Donc, la littérature est assez unanime et assez claire et assez impressionnante sur ce sujet. Diapositive suivante. Donc, recommandation sur le choix des courbes en France, d'implanter une nouvelle courbe de croissance, de s'assurer que les taux observés de PAG et de GAG dépistés soient en adéquation avec la distribution attendue des mesures dans la population, notamment au percentile extrême. Hein. Extrême, c'est 10e, 3e, 90e, 97e. Recommander également d'évaluer les performances de cette courbe en France dans le dépistage des PAG et des GAG à mauvais résultats néonatal en privilégiant la sensibilité de dépistage des PAG. Diapositive suivante. Alors, pourquoi le choix des courbes OMS? On commence par l'estimation de poids fœtal. Diapositive suivante. Alors, dans la littérature, au niveau international, allez, un choix quasi unanime de plutôt utiliser des courbes nationales descriptives ou éventuellement individualisées, en particulier en Angleterre, pour le dépistage des PAG et des RCU. Choix préférentiel des courbes prescriptives par l'ISIOG, sans d'ailleurs dire que c'est plutôt intergrosse que OMS ou NICHD. ADLOC recommande la SMFM recommande les courbes d'estimation de poids d'ADLOC, et la FOGO dit il faut des courbes qui soient adaptées à votre population, c'est-à-dire en étant bien attentif, qui dépistent bien les PAG et les RCU donc. Et courbes d'estimation d'ADLOC montrent de meilleures performances pour le dépistage des troubles de croissance comparativement à intergrosse 1 ou intergrosse 2. Juste pour vous expliquer, intergrosse 1, intergrosse 2. Intergrosse 2, il y a eu, grâce d'ailleurs à des travaux de l'équipe d'Épopée, ils ont montré qu'il fallait pas utiliser, que c'était mieux d'utiliser la formule d'ADLOC, hein, ce n'est pas la courbe d'ADLOC, là, c'est la formule de l'ADLOC pour faire votre estimation de poids avec PC, périmètre abdominal, longueur de fémur. Tout le monde, la meilleure estimation se fait en utilisant une formule, utilisant ces 3 paramètres d'ADLOC. Et donc, Intergrosse 1 utilisait sa propre formule. Et donc, l'équipe d'Épopée a montré la suggestion, c'est plutôt que vous puissiez utiliser la formule d'ADLOC parce que ça améliorait un peu votre taux de dépistage. Donc, vous verrez, c'est pour ça Intergrosse 1 ou Intergrosse 2 un peu dans la présentation. Et donc, pour ces auteurs, il y avait un sous-diagnostic des PAG et sur-diagnostic des GAG. Hein, je vous ai expliqué que ça va dans le même sens, c'est logique, pour Intergrosse 2, mais aussi pour Intergrosse 1, mais aussi pour Intergrosse 2. Diapositive suivante. Pour vous montrer alors à quoi ça correspond. Là, c'est une comparaison de 3 types de courbes. On a pris ces choix-là parce que ça nous semblait être les plus représentatifs. Les CFEF que vous utilisiez avant, les courbes OMS et la courbe Intergrosse 2, celle qui est la plus performante des deux. Et on a regardé par rapport donc à l'estimation de poids fœtal, hein, c'est le paramètre d'estimation de poids fœtal, la courbe donc, du CFEF de 2014, la courbe de OMS Intergrosse 2. À gauche, c'est entre 20 et 25 semaines. À droite, c'est entre 30 et 35 semaines. Donc, vous voyez bien que si vous avez, par exemple, la courbe noire qui est plus bas, c'est à la fois une diminution. Si vous avez une courbe qui est très bas, vous allez avoir moins de PAG dépistés, mais plus de GAG dépistés. Donc, vous voyez que ça ressort assez bien, la courbe intergrosse, qui nous semble un peu basse par rapport aux autres, contrairement aux courbes bleues, CFEF, et les courbes d'ADLOC, ne sont pas très différentes, avec donc un taux de dépistage de PAG qui, d'emblée, vous attirera l'œil, surtout peut-être à partir du 3e trimestre, qui semble bien différent de la courbe intergrosse. Diapositive suivante. Et donc, cette étude donc, qui a été publiée durant les recommandations, grâce au fort travail de l'équipe d'Épopée, que vraiment je remercie, en particulier Isobel Monnier et Jennifer Zetlin. Je tiens à les remercier
de tout le travail qu'ils ont fait sur cette thématique-là, que ce soit d'ailleurs dans le cadre des recommandations et globalement sur cette thématique-là, puisqu'ils ont énormément publié, ils ont une très très bonne connaissance et je pense que c'est peu de dire que Jennifer Zetlin, notamment, est une référence internationale sur les courbes de croissance. À ce titre-là, dans ce travail qui a été donc réalisé, ils ont regardé pour le paramètre d'estimation de poids, ils ont comparé à partir de l'enquête nationale périnatale de cette population, le taux de détection des PAG avec une mauvaise issue néonatale, ceux qu'on veut vraiment dépister, où il n'y aurait pas d'hiatrogenèse à la détection. Et ils ont montré donc, que finalement on ressortait quand même bien. La courbe du CFEF et de l'OMS avait, en privilégiant bien sûr la sensibilité, mais en ayant un taux de gag avec mauvaise issue néonatale qui ne soit pas négligeable. Et vous voyez assez bien que autant les courbes d'intergrosse et d'épopée qui sont à droite sous-diagnostiquent les PAG qui ne vont pas bien, donc 35% à peu près, par rapport aux courbes de CFEF 2014 et courbes d'OMS, puisqu'on est aux alentours de 50%. Et probablement aussi peut-être une iatrogenèse ou un surdépistage des gags qui est excessif avec l'estimation de poids intergrosse 2 et l'estimation de poids d'épopée par rapport à CFEF et OMS. Et peut-être un sous-diagnostic pour les deux courbes de gauche. Diapositive suivante. Alors, un des intérêts d'OMS, mais aussi, c'est de pouvoir d'utiliser une estimation de poids fœtal par sexe. Diapositive suivante. C'est un sujet intéressant parce que Anego, qui a participé à ces recommandations et qui a beaucoup travaillé sur les courbes customisées en France, avait montré que ce n'était pas inintéressant quand même d'utiliser de temps en temps ces courbes individualisées. Alors, c'était des courbes épopées qui étaient individualisées, d'estimation de poids fœtal, donc qui étaient individualisées. Et elle l'avait expliqué il a été montré que le paramètre d'individualisation le plus fort, ça reste le sexe. Vous savez qu'il y a 150 grammes de différence à terme entre filles et garçons, et que ça se traduit clairement par des résultats différents si vous individualisez simplement sur le sexe. Et ceux qui utilisent les courbes individualisées, ou qui utilisaient les courbes individualisées, on devrait dire, ils voient bien une dame qui mesure 1,50 m et qui attend une fille. Régulièrement, on nous adressait des patients en disant il est petit, l'enfant va pas bien. Et en fait, quand on individualisait, on était proche du 50e percentile, ou enfin, c'était tout à fait adapté à la personne. Donc, c'était principalement, certes, la taille de la dame, mais plutôt le sexe qui était intéressant à prendre en considération. D'où l'intérêt d'avoir des courbes d'estimation de poids par sexe, et il y a peu de courbes qui le font, et en particulier OMS le fait. Diapositive suivante. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en individualisant sur le sexe, on passe effectivement finalement en taux global de dépistage, ça ne change pas, mais sauf qu'on surdiagnostiquait les garçons par rapport aux filles, les filles par rapport aux garçons, pardon. La sensibilité de dépistage était de 25% de PAG dépistés versus 18%. Alors là, ça reste plus logique d'individualiser sur le sexe fœtal, même si on va avoir plus du coup de garçons, mais on sait pour autant que les garçons sont plus à risque de morbimortalité. Donc, in fine, l'individualisation par sexe a une logique de corriger cette différence de poids qui est génétique entre les garçons et les filles, et de probablement diminuer potentiellement la morbimortalité est plus importante chez les garçons. Diapositive suivante. Alors, pour les courbes élémentaires, on a parlé beaucoup d'estimation de poids, mais regardons les autres courbes, PCPA, longueur de fémur, parce que ça a pu influencer aussi notre choix. Alors, ces tableaux sont difficiles à lire, je vais vous les expliciter. Il y a deux diapositives qui vont se succéder, puisqu'on a regardé 3 paramètres, principalement en regardant, enfin 3 courbes
non, 6 courbes, en regardant pour ces 6 courbes les différents paramètres, que ce soit au deuxième, troisième trimestre. Donc, comment on lit ce graphique? Vous voyez, ici, c'est les petits pour la gestationnelle, là, c'est les gros. On a regardé les seuils extrêmes. Donc, 10e percentile, c'est la limite assurée ici. Et pour le 3e percentile, vous avez, quand c'est en très plein. Ensuite, vous regardez selon, ici, vous avez le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Ici, vous avez, selon l'étoile qui a été mise ici, à quelle étude ça fait référence. Et donc, on a utilisé les 3 cohortes françaises qui sont assez récentes, qui nous ont permis de construire ces tableaux. Et donc, ensuite, vous avez des couleurs. Et on a regardé, on a mis quand la couleur verte, quand on était à on dépassait moins d'un tiers, les 3% ou les 10%, selon le seuil, le paramètre qu'on utilisait, pour essayer de voir quelle est la courbe qui avait une meilleure disposition pour être à proximité de ces paramètres externes, en privilégiant un peu les petits que les gros. Et ce qu'on peut observer ici, par exemple, on va regarder sur le CFEF, c'est que le CFEF, par exemple, dépiste correctement, on est proche du 10e percentile au deuxième trimestre, troisième trimestre pour l'estimation de poids. Mais en revanche, il y a un peu trop d'estimation de poids qui est supérieur au 90e percentile ou supérieur au 3e percentile. Diapositive suivante. Alors, non, diapositive d'avant, on a vu que pour l'estimation de poids, CFF est intéressante. En revanche, on constate que pour les courbes du CFEF, et en particulier le périmètre abdominal, clairement, ça sous-diagnostique, en particulier au deuxième trimestre, les petits. Et c'est pour ça que vous avez de temps en temps un PC et une estimation de poids et un fémur qui est à peu près normal, mais vous avez un périmètre abdominal qui se trouve assez décalé par rapport au PC et fémur. Et il y a probablement un sous-diagnostic de ce paramètre par rapport aux autres paramètres pour les courbes du CFEF. Diapositive suivante. Après, vous avez épopé, mais il y a juste l'estimation de poids, puisque ça a été juste ce paramètre qui a été étudié. Et puis, je vais juste vous montrer principalement donc OMS et intergrosse. Et vous voyez que vous avez beaucoup de jaune là et beaucoup de vert ici, et que l'OMS 2017, quel que soit finalement le trimestre, a une bonne adéquation pour bien diagnostiquer les fœtus inférieurs au 10e percentile ou inférieurs au 3e percentile, alors qu'on voit très bien la tendance à sous-estimer les PAG et donc surestimer les GAG pour les courbes intergrosses. Et c'est quand même assez spectaculaire, c'est plutôt du 3-4% versus 8% sur des cohortes françaises, avec une homogénéité des résultats selon la cohorte française utilisée. Diapositive suivante. Alors, le courbe de PC de l'OMS, il n'a pas été utilisé et comparé, en particulier dans les courbes de l'enquête nationale périnatale et les courbes d'ELF. Donc, on n'a pas pu, dans les figures précédentes, vous donner le paramètre de périmètre crânien. En revanche, on peut construire les courbes, en particulier CFEF, OMS et intergrosse, pour voir s'il y a des discordances. Et on voit que, sans surprise, la courbe, cette fois-ci, du CFEF est trop basse, donc sous-diagnostique les petits PC, alors que les courbes intergrosses et OMS, c'est quasiment un copier-coller, ici pour le 10e percentile ou le 90e percentile. Et donc, sans surprise, on se retrouvera avec l'utilisation des courbes OMS, une augmentation des PC inférieurs au 10e ou inférieurs au 3e percentile, et on pourra en reparler dans le topo suivant si vous le souhaitez. Donc la courbe du PC, on doit être attentif à une augmentation de l'adressage pour petit PC qui se voit parce que la courbe du CFEF était toujours trop basse, donc il n'y avait pas d'adressage à ce sujet-là, donc c'est un fait marquant. Et je rappelle quand même, parce que c'est quand même intéressant de savoir que
il y a une légitimité à utiliser le 10e percentile pour les petits, puisqu'il y a de la morbidité pour le périmètre abdominal, une estimation de poids inférieure au 10e percentile, mais il est questionnant d'utiliser le 10e percentile, voire le 3e percentile pour le PC, parce que la prévalence de microcéphalie, ce qu'on essaie de diagnostiquer, pas forcément les petites têtes, il est dans la population aux alentours de 1,5 pour 1000. Donc en fait, le seuil du 10e et 3e percentile pour le PC, avec une courbe adaptée, comme ça semble être le cas pour OMS, mais aussi pour Intergross par exemple, il ne faudrait probablement pas utiliser le 10e et 3e percentile, mais on pourrait y revenir. Diapositive suivante. En pratique, donc il est plus recommandé d'utiliser les courbes du CFEF. Les courbes biométriques et d'estimation de poids OMS sont disponibles donc dans les appareils d'écho, les principaux logiciels d'échographie. On pourra revenir si vous avez des difficultés. Ils ont tous mis maintenant dans leur logiciel ces courbes-là. Il faut savoir qu'il peut y avoir des discordances de résultats d'estimation de poids entre votre échographe et votre logiciel d'écho. Mais une des raisons est que pour les échographes, ils ont utilisé la publication Princeps de l'OMS qui ne donnait pas de virgule. Après le chiffre selon l'âge gestationnel, donc ça donnait un percentile qui était peut-être un tout petit peu moins précis. Et surtout, il n'y a pas de précision au jour près. C'est-à-dire que vous allez toujours trouver la même percentile que vous soyez à 36 ou à 36 plus 4 jours. Alors que sur Fetal Gross Calculator, c'est au jour près. C'est pour ça que vous pourriez avoir, par exemple, sur Fetal Gross Calculator, ou par exemple pour ceux qui utilisent Imoneco, qui a reproduit au jour près l'estimation de poids fœtal, des discordances qui ne sont pas majeures, qui sont un peu plus fréquents quand on est aux extrêmes, par exemple, proche de 40 semaines, mais qui sont explicables et qui ne correspondent pas à une anomalie de ces courbes. Diapositive suivante. Donc, Fetal Gross Calculator, pas inintéressant, accessible sur Internet, pas inintéressant parce que c'est simple à utiliser. Il va vous modifier votre courbe selon que vous rentrez donc au départ l'âge gestationnel, le jour, tour de tête, abdomen, fémur. Et puis là, vous pouvez en bas individualiser par le sexe. Vous voyez ici, vous mettez mâle-femelle et vous voyez que vous allez voir que votre courbe se modifie. Alors là, vous avez 2,5, 5e, 10e percentile. Donc, c'était un petit peu, c'est pour ça qu'il y a plusieurs courbes qui sont dressées. Donc, vous avez un résultat qui s'inscrit au percentile près, ici 66%, si vous êtes à 634 grammes pour ce fœtus masculin à 23 semaines et 2 jours. Voilà, et vous pourriez, par exemple, mettre plusieurs points et puis imprimer votre courbe. Bon, moi, je l'utilise d'ailleurs assez souvent parce que c'est un peu pénible de le modifier sur l'appareil d'écho, parce qu'après, il faut le changer quand c'est quelqu'un d'autre qui utilise l'appareil. Donc moi, si je veux faire le sexe pour une patiente donnée, j'utilise assez facilement Fetal Gross Calculator. Diapositive suivante. Donc, vous allez avoir, avec l'utilisation des courbes normalement une bonne concordance entre biométrie alimentaire, PCPA fémur et estimation de poids fœtal. Du fait que c'est la même population, c'est un kit complet. Normalement, on devrait avoir une bonne sensibilité de dépistage du PAG et des RCU en utilisant les seuils habituels du 10e et du 3e percentile. Et on devrait observer une augmentation du taux de petit PC adressé si on utilise les seuils 10e, 3e. Diapositive suivante. Alors, avant, CFEF, c'était ça. On sait qu'on avait des fémurs un peu petits. On avait ici une estimation de poids fœtal qui était peut-être un petit peu en dessous, alors que, par exemple, le PA n'était pas en dessous. Alors, on ne comprenait pas trop. Aussi avec des petits fémurs. Donc, ce n'était pas très homogène. Donc, on trichait un peu avec les fémurs. Et puis, on devait expliciter que, par exemple, le PA, il sous-diagnostique les PA, et donc, du coup, ceux qui n'aiment pas inquiéter les gens disent « non, ça va, le PA est bien ». Bon, non, l'estimation de poids, elle n'est pas mauvaise dans les courbes du CFEF, donc c'était ça qu'il ne fallait pas passer à côté de ça. Là, normalement, avec la réserve peut-être du PC, mais vous avez quelque chose qui sera plus homogène, puisque c'est la même population pour les différents paramètres, et une homogénéité aussi entre le PA et l'estimation de poids. Diapositive suivante. Alors, quelques exemples ici.
Primipare, pas d'antécédent, grossesse de déroulement normal, échographie du 3e trimestre de routine à 33 semaines. C'est un fœtus masculin. Et ben, on regarde ce que ça fait, par exemple, pour le CFEF. On a un PC au 10e percentile, un fémur au 38e percentile et un PA au 19e percentile. Donc, on le qualifie juste à l'estimation de poids de PAG, avec le seuil 10e percentile. Avec l'OMS, il sera aussi PAG, puisqu'on est au 6e percentile. Et là, avec Intergross, en prenant même la LCC pour la datation d'Intergross, eh bien, il est sous-diagnostiqué. Il n'est pas diagnostiqué PAG. Et donc, on peut passer à côté, alors qu'on n'aurait pas passé à côté avec CFEF et ni avec OMS, ici garçon. Diapositive suivante. Bon, ici, c'est pour vous montrer ici que pour un autre cas clinique, fœtus masculin à 33 semaines, vous allez avoir un surdiagnostic des gags avec Intergross, donc il est au-dessus du 90e percentile, mais il ne sera pas, en sexant sur le garçon, surestimé. En tout cas, il ne sera pas qualifié de gag avec les courbes OMS. Donc, normalement, on devrait s'y retrouver pour bien diagnostiquer les PAG et pas trop diagnostiquer les gags, qui posent problème parce qu'on ne sait pas trop s'il faut déclencher ou pas, et on n'a pas montré, en tout cas quand ils ne sont pas énormes, que ça avait un intérêt d'inquiéter les gens et de mettre les gens en situation éventuellement de déclenchement. Diapositive suivante. Alors, quand référé en éco-diagnostic, eh bien, on ne change pas tellement ce qu'on avait dit pour les recommandations de 2013. Pour le PA et l'estimation de poids, c'est inférieur au 3e percentile, donc en population à bas risque. Même en l'absence d'anomalie clinique ou échographique, on privilégiera la spécificité. Population à risque inférieure au 10e percentile. Donc, on a des courbes qui gardent bien le sens des 10e et 3e percentiles, comme c'est le cas dans la littérature. Et puis, le PC, probablement, en tout cas, qu'il faut ne pas adresser au 10e percentile et voir si on adresse quand il est inférieur au 3e percentile, où on peut faire un contrôle. J'ai un topo dédié à cela, comme ça a été, par exemple, proposé aussi par Laurent Guibaud, à l'époque où on n'avait pas les courbes OMS d'ailleurs. Diapositive suivante. Donc, pour résumer sur ces courbes anténatales et les courbes OMS, bonne adéquation de la courbe à la population française, des résultats françaises qui sont en faveur de l'utilisation des courbes et qui sont concordantes avec les études internationales, un bon compromis, comme vous l'avez vu, grâce à l'enquête nationale périnatale pour la détection des enfants à risque. On a ici un kit biométrique avec la possibilité d'utiliser les courbes par sexe. Et on va continuer, en tout cas, ça paraît assez logique de voir si ça peut avoir un impact, en particulier sur l'enquête nationale périnatale, d'utiliser les courbes OMS, en espérant qu'il y ait une homogénéité dans l'utilisation de ces courbes en France. Mais il y a aussi la nécessité de faire des études prospectives. Je sais qu'Épopée travaille aussi peut-être à voir si on peut faire d'autres courbes, sachant que l'utilisation des courbes OMS paraît, en tout cas, des courbes qui sont assez faciles à utiliser pour, je pense, l'ensemble des échographies, qu'ils soient en dépistage ou en diagnostic. Diapositive suivante. Voilà, j'ai terminé cette première présentation. Et puis, je pense qu'on fera des questions à la fin, c'est ça qui est prévu. Et je laisse la Tout à parole fait, merci professeur Vessière. Donc oui, donc n'hésitez pas à déposer vos questions dans l'outil de questions-réponses, et on reviendra sur l'ensemble des questions à la fin des topos. Donc je vais laisser maintenant la parole à Géraldine Gascoin pour présenter un topo sur l'aspect postnatal et enfin le jeune nouveau-né et le prématuré. Bonjour à tous, merci de me laisser l'opportunité de faire cette présentation au sein du réseau. Donc, je vais effectivement vous présenter les conclusions des pédiatres présents lors de ces RPC. La question qui nous était posée, quelle courbe de croissance chez le nouveau-né à terme est prématurée? Donc, je parle au nom d'un trinôme
avec du coup mes collègues Isabelle Guélec, qui est PH en réanimation médecine néonatale sur CHU de Nice, et Laure Simon, qui est également PH en réanimation médecine néonatale sur le CHU de Nantes. Diapositive suivante. Pas de conflit d'intérêt déclaré. Diapositive suivante. Donc, pour reprendre des définitions, donc, quand on parle de courbe néonatale, ça va regrouper les courbes de mensuration de naissance et les courbes de croissance postnatale. Ces courbes, elles peuvent être, comme on a vu tout à l'heure, descriptives ou prescriptives. Elles sont toutes sexées et elles comportent les 3 mensurations, le poids, la taille et le périmètre crânien. Donc, on va parler de courbes qui vont concerner les nouveau-nés, qu'ils soient à terme ou prématurés. Et ça va comprendre la période de la naissance jusqu'à 1 mois d'âge corrigé. Les courbes de mensuration de naissance sont des courbes statiques qui permettent de positionner l'enfant à un moment donné. Elles sont donc spécifiques de l'âge gestationnel et du sexe et permettent de définir à la naissance si le nouveau-né est petit pour l'âge gestationnel, avec ou non une histoire de retard de croissance intra-utérin pendant la grossesse, s'il est gros pour l'âge gestationnel ou s'il est adapté pour l'âge gestationnel. Les courbes de croissance postnatale sont, elles, des courbes dynamiques qui vont permettre de suivre la croissance des enfants dès la naissance, tout en tenant compte de leur âge gestationnel. Elles sont toujours, bien sûr, sexées. À partir de 1 mois, les enfants sont suivis sur les courbes françaises du carnet de santé qui ont été élaborées à partir de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Diapositive suivante. La croissance néonatale est un processus en fait dynamique. Les mensurations de naissance, elles sont le reflet de la dynamique de croissance fœtale. C'est le point de départ du suivi de croissance de cet enfant et de la prise en charge optimale sur le plan nutritionnel. Donc, la croissance du nouveau-né, elle n'est pas linéaire. La mesure simple de la variation du poids par unité de temps, rapportée en grammes kilo jour, n'est pas suffisante pour évaluer cette croissance postnatale. Et on va plutôt utiliser des variations de Z-score de poids qui, elles, sont plus adaptées, notamment chez le nouveau-né prématuré. La surveillance du périmètre crânien est également un élément essentiel du suivi de la croissance et notamment du pronostic neurologique, surtout chez les nouveau-nés les plus à risque. L'approche individualisée par trajectoire personnalisée de croissance qui tiendrait compte des facteurs anténataux et postnataux serait sans doute la plus adaptée, mais à ce jour, de telles courbes de croissance n'existent pas. Diapositive suivante. Donc, la première question qui nous a été posée au sein de CRPC, c'était est-ce qu'il est possible d'utiliser des courbes intra-utérines. Donc, on comprend tout à fait qu'il pourrait être très intéressant qu'on utilise en anté et en postnatal les mêmes courbes, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Déjà parce qu'on a des objectifs différents. Les obstétriciens ont besoin de ces courbes en anténatale pour suivre correctement la croissance et le bien-être fœtal. Ça va permettre de décider d'une extraction afin d'identifier la décision d'extraction va dépendre de ces courbes et de ces croissances, puisque l'objectif va être d'identifier les fœtus à haut risque de mortalité sévère. Et il est bien sûr important d'avoir le même discours en anté et en postnatal auprès des parents. L'objectif des pédiatres qui vont prendre en charge à la naissance ces nouveau-nés, ça va être d'assurer la meilleure croissance postnatale possible, avec un objectif à moyen et long terme, permettant un bon développement neurologique et métabolique. Il est important aussi pour nous d'identifier les nouveau-nés à risque de comorbidité sévère, néonatale, à moyen et long terme, qui vont nécessiter du coup une politique nutritionnelle adaptée et un suivi renforcé. Et puis, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient présentes dans le groupe de travail. Il y avait des épidémiologistes et biostatisticiens. Et alors, eux, leur objectif, ça va être de comparer les cohortes entre elles, de comparer les pays entre eux, d'avoir des données anté et postnatales qui permettent d'établir les meilleures stratégies anté et postnatales possibles. Et pour eux, il est vrai qu'il est plus simple d'utiliser les mêmes courbes pour pouvoir catégoriser de la même façon en anté et en postnatal les nouveau-nés à risque, et notamment les nouveau-nés PAG ou RCI. Diapositive suivante. Alors, la problématique entre les courbes intra-utérines et néonatales, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes courbes qui ne sont pas définies de la même façon et qui ne sont pas construites de la même façon. Ce qui fait que ces courbes, en fait, elles vont se rapprocher à terme, mais lorsqu'on est sur des bébés
très grand et extrême prématuré, ces courbes sont assez éloignées. Les courbes d'estimation de poids fœtal sont des courbes dynamiques, longitudinales, qui sont définies en population. Elles sont définies en semaines exactes. Elles ne sont par contre pas toutes sexées. Elles ne comportent que le poids, qui est en fait une estimation du poids à partir des mesures PC, PA et fémur. Il peut y avoir des problèmes de précision de mesure, des problèmes de précision de calcul, et il va y avoir un intervalle de prédictivité de plus ou moins 15% sur cette estimation de poids fœtal. Les courbes de poids de naissance, ou les courbes de mensuration de naissance, sont des courbes qui sont statiques, ce sont des mesures exactes. On va poser le bébé à la naissance sur une balance, et c'est des courbes qui sont toutes sexées, donc on n'utilise pas la même courbe chez le garçon et chez la fille, et elles comportent 3 paramètres, comme on a vu tout à l'heure, le poids, mais également la taille et le périmètre crânien. Par contre, c'est forcément une population sélectionnée, puisque pour pouvoir mettre un bébé sur la balance, il faut qu'il soit né. Donc, il est vrai que pour les termes extrêmes, on va être dans des situations de nouveau-nés malades, puisque s'ils sont nés à 24, 25 ou 26 semaines, on n'a pas la représentation de l'ensemble de la population, notamment ceux qui vont continuer la grossesse. On va être exposé notamment à une partie de nouveau-nés prématurés du fait d'un retard de croissance intra-utérin ou de pathologie d'insuffisance placentaire, puis des nouveau-nés aussi qui sont dans un contexte de rupture prématurée de membrane ou de chorioamniotite. L'autre souci de ces courbes, c'est qu'on parle de semaines complètes. Alors, je n'ai pas la main du coup pour la souris, mais si c'est possible de montrer par exemple les courbes comparaison entre ODIPOG, garçon 10e et 50e percentile, et les courbes du CFEF, ce que vous voyez en pointillé jaune, c'est qu'on va se retrouver pour le 10e percentile des courbes postnatales de poids de naissance, et au-dessus en ligne jaune pleine, excusez-moi, le 10e percentile des courbes fœtales. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout au même endroit, avec un gros écart sur les termes extrêmes. Et surtout, vous voyez qu'entre 28 et 33 semaines, finalement, le 10e percentile des courbes de CFEF correspond au 50e percentile des courbes ODIPOG. Et on peut se trouver dans des situations où on va parler en percentile de naissance d'un nouveau-né qui va être catégorisé comme PAG ou retard de croissance intra-utérin, et en postnatal, l'évaluation sur des courbes pédiatriques postnatales va le mettre avec un percentile de naissance normal. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler de la même chose. S'il y a une histoire de restriction de croissance intra-utérine, ce n'est pas le point sur la courbe en postnatal qui va remettre en cause ce diagnostic. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Mais c'est juste que comme on n'utilise pas les mêmes courbes, sur les termes extrêmes, on a un écart dans les percentiles. Diapositive suivante. Donc, au total, pour les raisons que je viens de vous présenter, il est recommandé de ne pas utiliser des courbes intra-utérines pour l'évaluation à la naissance des mensurations du nouveau-né à terme ou prématuré. Recommandation forte, qualité de preuve modérée. Par contre, il a été important pour nous de noter que l'information anténatale de restriction de croissance et ou de nouveau-né petit pour la gestationnelle, elle doit être intégrée dans le repérage des nouveau-nés à risque, même si les mensurations de naissance reportées sur les courbes postnatales sont supérieures au 10e percentile. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas les mêmes courbes qu'on ne peut pas avoir le même discours auprès des parents. Diapositive suivante. Donc, une fois qu'on avait répondu à cette question, est-ce qu'on peut utiliser la même courbe? Non. Quelle courbe, du coup, on peut utiliser en postnatal? Donc là, je vous ai fait un résumé des 3 courbes pour lesquelles la question peut se poser aujourd'hui. Donc, on va commencer par les courbes françaises que vous connaissez tous. Les courbes ODIPOG. Donc, je vous rappelle, ce sont des courbes qui sont descriptives, établies en population française, sexées et individualisées. Ce sont des courbes de mensuration de naissance. Donc, on a pris à la naissance poids, taille, PC. Elles ont été établies entre 1999 et 2005. On a plus de 200 000 données de poids de naissance, 170 000 pour la taille de naissance et quasiment 170 000 pour le PC de naissance. Et elles sont individualisées puisqu'il y a une modélisation qui est faite en tenant compte de la gestationnelle, du sexe durant la naissance et de la taille et du poids de la maman. Je vous ai mis un extrait en fait du site qui vous permet du coup d'avoir une évaluation selon les mensurations de naissance.
Ce sont les seules courbes validées sur des données cliniques et biologiques. Par contre, il n'y a pas de comparaison avec des courbes internationales, il y a peu de publications et les effectifs sont très réduits pour les moins de 28 semaines. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a comparé les courbes du CFEF aux courbes de DIPOG, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a commencé à partir de 29 semaines. Quand dans les dossiers d'obstétrique ou de maternité, on a en fait des valeurs pour 24, 25, 26 et 27, c'est en fait une extension des courbes établies à partir de 29 semaines. Il y a très peu de données pour les moins de 28. Diapositive suivante. Deuxième questionnement, comme pour le questionnement qui a eu lieu en anténatal, est-ce que les courbes intergrosses sont intéressantes? Est-ce que ce seraient des courbes qu'on pourrait utiliser en postnatal? Alors, comme on a vu tout à l'heure, les courbes intergrosses sont des courbes qui sont prescriptives. L'idée conceptuelle était assez séduisante. Donc, c'est une population sélectionnée. Je ne reviendrai pas sur les critères de sélection qui sont les mêmes en postnatal qu'en anténatal. Ils ont établi 2 types de courbes, des courbes de mensuration de naissance et des courbes de croissance postnatale. Donc, il y a plus de 20 000 couples mère-enfant qui ont été sélectionnés à partir des 8 pays ciblés. Ce sont des mesures standardisées et contrôlées, notamment des mesures qui avaient toutes lieu dans les 12 premières heures. Mais vous voyez, on a un poids de naissance moyen pour la population issue de l'Inde de 2,9 kg, alors que le poids moyen pour les États-Unis est à 3,5 kg. Donc, on a quand même des grands écarts, même si on est sur du prescriptif, avec un effet pays qui est différent. La problématique pour leur utilisation, c'est que l'effectif est très réduit pour les grands et les très grands prématurés. Du coup, du fait de cet effectif très réduit, ils ont modifié en 2016 la population ciblée et ils ont ajouté des grossesses et des nouveau-nés pathologiques. Notamment, ils ont rajouté des prééclampsies, ils ont rajouté des antécédents sur les précédentes grossesses de problèmes de croissance. Donc, ça remet en cause complètement le critère et le concept de courbe prescriptive puisqu'on n'est plus du tout sur une population normale. Et en faisant de la sorte, on arrive péniblement à 82, un échantillon de 82 nouveau-nés pour la courbe de poids de naissance pour les moins de 28 semaines. L'autre problématique, mais qu'on retrouve exactement de la même façon que nos collègues en anténatal, c'est que ces courbes, elles sous-estiment le nombre de nouveau-nés à terme PAG et elles surestiment le nombre de nouveau-nés GAG. Alors, ça, c'est les courbes de mensuration de naissance. Et pour information, les courbes de croissance postnatale posent également problème, d'une part parce qu'on n'a aucune information sur le protocole de nutrition parentérale, et d'autre part parce que l'effectif est encore plus réduit, puisque vous voyez, pour la courbe de croissance postnatale, pour les nouveau-nés nés avec un terme inférieur à 34 semaines, on a un effectif limité à 28. Donc, même les auteurs recommandent de ne pas utiliser ces courbes pour les grands et très grands prématurés. Diapositive suivante. Donc, la dernière courbe qu'on a étudiée, c'est une méta-analyse en fait de courbe de croissance. C'est la courbe de Fenton, avec une révision de cette courbe qui avait été faite en 2013. Donc, c'est une méta-analyse de courbes. Ce sont toutes des courbes descriptives en population qui sont sexées et qui sont construites du coup à partir de 6 cohortes néonatales, soit 4 millions de nouveau-nés et 35 000 nouveau-nés de moins de 30 semaines. Donc, on voit qu'on a un effectif quand même beaucoup plus conséquent pour les grands et très grands prémas. L'intérêt de ces courbes également, c'est qu'il y a une projection sur les courbes de l'OMS à terme et jusqu'à 50 semaines d'aménorrhée, ce qui nous permet également de les utiliser pour les premiers mois de suivi en consultation. Elles ont été constituées à partir de courbes issues d'une cohorte allemande, américaine, canadienne, australienne, écossaise et italienne. Diapositive suivante. La diapositive suivante, oui, s'il vous plaît. Comment elles ont été construites en fait ces courbes? Donc, je vous ai dit méta-analyse de 6 courbes de poids de naissance et de 2 courbes par contre pour la taille et le PC, puisqu'il n'y a que Olsen et Bertino qui ont participé. Donc, ça a permis de produire une courbe et ces courbes, en fait, elles ont été lissées pour rejoindre les courbes de l'OMS au niveau du terme. Donc, à partir de 40 semaines, ces courbes, du coup, ont été un peu modifiées au niveau de leur trajectoire, notamment remontées un peu vers le haut pour rejoindre les courbes de l'OMS, ce qui peut des fois être discutable, mais cette projection, elle n'est qu'à partir de 40 semaines. L'autre intérêt, c'est qu'il y a un calculateur exact qui permet de calculer le Z-score et le percentile. Et je vous ai dit tout à l'heure, le Z-score, nous l'utilise beaucoup pour monitorer la croissance postnatale et dépister notamment les retards de croissance extra-utérins. Diapositive suivante.
Donc là, je vous ai remis un peu plus grossi le fait que du coup, le fait de lisser sur les courbes de l'OMS fait qu'à partir de 41 semaines, vous avez une courbe qui est un peu tirée vers le haut pour l'OMS. Diapositive suivante. Donc, vous avez des courbes qui existent en version papier. Et diapositive suivante. On a également des tableaux calculateurs qui vont permettre d'évaluer les mensurations de naissance et la croissance postnatale, avec notamment les calculs des percentiles et des Z-scores. Et donc, ces tableaux calculateurs ont été mis à disposition sur le site de la SFN. Diapositive suivante. Donc, au total, il est recommandé d'utiliser les courbes actualisées de Fenton pour l'évaluation des mensurations à la naissance et pour la surveillance de la croissance chez le nouveau-né prématuré. Recommandation forte, qualité de preuve modérée. Diapositive suivante. Il est recommandé d'utiliser les courbes actualisées de Fenton pour l'évaluation des mensurations de naissance du nouveau-né à terme pour permettre une continuité entre les professionnels exerçant en néonat et en maternité. Mais pour les professionnels qui n'exerceraient qu'auprès de nouveau-nés à terme, l'utilisation des courbes de mensuration de naissance de ODIPOG peut être une alternative envisageable. Diapositive suivante. Je remercie bien sûr mes deux collègues Laure et Isabelle qui m'ont aidé à travailler sur CRPC, les néonatologues qui ont relu le texte long et le texte court et les épidémiologistes également qui ont relu. Merci beaucoup. J'ai terminé pour la partie postnatale. Merci beaucoup, Madame le professeur Gascoigne. Du coup, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que, professeur Vessière, vous vouliez revenir sur un focus sur le PC? Oui, je peux faire ça en 8 minutes. Parfait. Donc, je reviens à la diapo correspondante. De toute façon, ces diapositives seront disponibles, je suppose. Tout à fait. Donc, le replay sera disponible et donc les diapos également. Donc je vous ferai passer des diapos que je ne commenterai pas pour privilégier la discussion. Alors, diapositive suivante. Il m'a paru intéressant de vous faire un petit focus sur le PC de l'OMS en anténatal, puisqu'on nous adresse plus aujourd'hui qu'avant des petits PC en anténatal. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Et ça, diapositive suivante. Alors, la littérature est assez intéressante. Elle n'est pas très riche pour la microcéphalie, puisque c'est assez rare. Et la prévalence de la microcéphalie à la naissance est d'environ, alors je m'étais trompé tout à l'heure, mais 0,14%, c'est ça. C'est 1,4 pour 1000. J'avais dit 1,5. 1,4 pour 1000. Ça explique le fait que si vous avez un seuil qui dit qu'il y a un risque de maladie, par exemple le PAG ou la RCU, vous utilisez le 10e percentile qui a un sens ou le 3e percentile, eh bien, utiliser ça pour la maladie microcéphalie a moins de sens puisque un fœtus n'est pas. La maladie, c'est vraiment quand c'est inférieur à moins 3 DS. Et c'est ça qui est important de rapporter. C'est pour ça que je voulais vous le dire. Donc, le taux de PC bas est très dépendant, évidemment, de la courbe de PC utilisée en anténatal. Il existe une surestimation des PC en percentile entre l'anté et le postnatal. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si vous dites qu'il est inférieur au 3e percentile, en postnatal, on vous dira bah non, il n'est pas forcément inférieur au 3e percentile. Ensuite, la grande majorité des vraies microcéphalies ont un infléchissement du PC, une anomalie de l'écostructure cérébrale, l'un et l'autre. Ce qui fait qu'il est toujours intéressant, quand vous avez un PC, par exemple, que vous avez inférieur au 3e percentile, de faire un contrôle pour voir si plus tard, il se casse la gueule. Et sur la microcéphalie, ça va être de cet ordre-là. Il y a une discordance entre la définition anténatale et postnatale, en fait, qu'on retrouve dans la littérature. La microcéphalie est définie en postnatal pour un PC inférieur à moins 2 DS. Donc, oui, c'est ça, ce qui correspond à 2,5 percentiles d'une courbe suivant une loi normale. D'ailleurs, je n'aurais pas dû dire microcéphalie, j'aurais dû dire un petit PC. En revanche, la microcéphalie est définie en état natal par un PC inférieur à moins 3 DS. Ce qui correspond à 0,1 percentile, ce qui est très différent du 3e percentile, comme vous pouvez le voir.
Il ne faut donc pas utiliser alors, il faut déjà pas utiliser le terme de microcéphalie quand vous avez un PC au troisième percentile, parce qu'il est presque sûr que ce n'est pas un microcéphale. Je dis ça parce que une dame normalement constituée, quand on lui dit qu'il y a un problème, là on parle de microcéphalie, elle va regarder sur Internet. La microcéphalie sur Internet, c'est moyen, moyen. Diapositive suivante. Donc, utilisez donc la bonne courbe de biométrie, vérifiez la datation. D'abord, c'est la première chose à faire quand vous avez des paramètres qui sont un peu bas. Il faut vérifier, vous allez avoir des surprises, la datation. Respectez les critères qualité qualitative des mesures, mais ça, vous connaissez. Diapositive suivante. Donc, a été montré par le CFEF concernant les courbes de PC d'intergrosse qui étaient bien corrélées, donc comme les courbes de l'OMS qui sont superposées. On retrouvait à peu près 3,7% inférieur au 3e percentile et 11% inférieur au 10e percentile. Alors que le PC du CFEF, on était à 0,7% inférieur au 3e percentile et 2,3% inférieur au 10e percentile. Alors, en fonction de ce que je vous disais tout à l'heure, en disant que c'est pas, si on dit que l'enfant est à risque de maladie inférieur au 10e percentile, par exemple pour le RCU, c'est différent pour le petit PC. Et finalement, les courbes du CFF sont assez adaptées à cette information que ce n'est pas les mêmes seuils qu'il faudrait utiliser. Donc, ça nous allait bien, finalement, le CFF. On va parvenir sur ces courbes. Diapositive suivante. J'ai demandé à Epopée de regarder sur l'enquête nationale périnatale 2021 si on avait des PC de l'OMS qui étaient vraiment trop hauts. Et en fait, non, pas vraiment, puisqu'il y avait sur la cohorte de 2021, on a 12%, alors c'est un peu plus que 10%, certes, inférieur au 10e percentile, et 2,2%, donc ce n'est pas au-dessus de 3e percentile, 3%, pour les courbes OMS. Et on retrouve sans surprise que le CFEF, au lieu du 10e percentile, il n'y en a que 1,5%, on devrait en trouver 10%, et inférieur à 3%, on a 0,3%. Donc finalement, si on fait un ratio bête et méchant, on va avoir 8 fois plus, entre guillemets, de petits PC avec l'OMS versus les courbes du PC du CFEF. Diapositive suivante. Ça, on l'a dit. Donc, diapositive suivante. Diapositive suivante. Donc, vous connaissez les critères de qualité pour les mesures des paramètres. Là, ça a été décrit par Laurent Salomon dans l'ultrason obsède gynécole, que ce soit pour BIP-PC, pour le CA et le fémur. Donc, un petit rappel et utiliser un score pour essayer de bien faire, de bien être sûr qu'on a les critères pour faire la mesure au bon endroit pour les paramètres élémentaires. Diapositive suivante. Donc, vous voyez, c'est bien mesuré en dehors de la partie osseuse pour le BIP et pour les paramètres de tour de tête. Alors, moi, j'utilise assez souvent, je sais peut-être que vous ne le faites pas, quand vous avez, bon, c'est moins le PC, mais ça peut être le cas du PC, ou le PA, quand vous avez un fœtus qui est petit, j'utilise souvent le tour du PA, donc la trace, parce que c'est plus précis, parce que souvent, vous avez, quand il est mal positionné, ou quand il n'y a pas beaucoup de liquide amniotique, on n'a pas un rond qui correspond à ce qui est adapté à l'utilisation de l'ellipse. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Et surtout, s'il vous plaît, oubliez un peu le bip, parce que c'est toujours, ça fait mauvais genre et ça inquiète les gens. Quand vous avez un PC qui est dans les clous, vous avez un bip très bas, vous ne l'avez peut-être même pas regardé, mais la dame, ça va l'inquiéter. Donc, si vous avez un fœtus qui est en siège, il sera dolicocéphale. Le bip, on s'en tamponne et c'est vraiment le PC. Donc, faites attention à vos mesures de bip et peut-être vous ne le mettez pas si vous avez un PC qui est tout à fait normal. Ça n'apporte rien. Diapositive suivante. Donc voilà le cas effectivement d'un PC qui était au 5e percentile. Donc ça c'est Eric Verspic à Rouen qui a suivi cette patiente-là. Et vous voyez qu'il est au 5e percentile, mais d'ailleurs le paramètre le fémur est à 26%, le PA est à 42%. Et vous voyez que ça suit sa courbe. Et ben c'est tout à fait normal. On a une image de PC qui est tout à fait normale sur le plan morphologique. Pas d'inquiétude. C'est un PC constitutionnel qui est un peu petit. Diapositive suivante.
Ça, c'est une microcéphalie, par contre. Et donc là, vous avez à la fois, effectivement, un PC qui est très bas, donc inférieur au premier percentile, assez largement. Et vous avez une anomalie au niveau cérébral avec une gyration qui n'est pas satisfaisante. Et d'ailleurs, à 22 semaines, là, sur ce cas clinique, vous aviez le CFEF qui n'avait pas dépisté, inférieur au troisième percentile, cette microcéphalie. Diapositive suivante. Regardez le contexte. Le contexte clinique, l'interrogatoire, définir la sévérité du PC, ne pas hésiter à mesurer les tours de tête des parents, mais ça c'est plutôt en diagnostic qu'on va le faire. Je ne pense pas qu'il faille trop s'en préoccuper en dépistage. On pense aussi parfois au CMV quand on a un petit PC, mais à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire une sérologie. Je pense que ça sera plutôt les diagnostiqueurs qui le feront. Et dans ces cas-là, c'est un petit PC avec un PA, effectivement, et un fémur qui se tiennent. Diapositive suivante. Voilà, le contexte clinique, on distingue les petits PC constitutionnels. Les parents, la même chose. Petit PC dans les grossesses précédentes, l'origine ethnique. Et puis des PC pathologiques, ça peut être un Zika, ça peut être effectivement un CMV, une infection, ou alors la phénylcétonurie, bon, c'est très rare. Puis cocaïne, alcool, médicaments, et puis la consanguinité. Voilà, en général, on retrouve quelque chose, quoi. Diapositive suivante. Ça, je vous laisse passer. C'est pour définir ce qui est exogène, endogène ou idiopathique sur la microcéphalie. Vous regardez ça tranquillement. Diapositive suivante. Diapositive suivante. On a là, dans ce diaporama, un petit rappel qu'on a fait sur les paramètres d'analyse du PC, la vallée sylvienne. Donc ça, c'est Laurent Guibault qui a publié ça. Je trouvais que c'était intéressant de vous le mettre dans ce diaporama. Diapositive suivante. On regarde principalement la partie antérieure avec le septum lucidum, le genou du corps calleux, et puis vous allez regarder la valise sylvienne, si elle est ourlée en fonction du terme gestationnel et la fosse postérieure. Diapositive suivante. Donc ça, c'est le complexe antérieur avec les paramètres, la scissure interhémisphérique, le genou du corps calleux et la cavité septale. Voilà, ça vous permet effectivement d'avoir une idée effectivement du risque, par exemple, d'agénésie du corps calleux, que vous pouvez tout à fait voir sur votre complexe antérieur en réalité. Il ne faudrait pas aller au-delà. Et là, vous avez les éléments, je trouve que s'il y a une scissure qu'il faut regarder, là, on est dans le topo sur la microcéphalie, c'est celle de la vallée sylvienne. Alors, c'est assez caricatural quand on fait, on fait une publication. On prend les images qu'il faut. Parfois, c'est beaucoup plus difficile, soit d'obtenir la coupe, soit donc ça, c'est réservé en diagnostic et ça reste quelque chose de difficile. Donc, je ne vous demande pas en dépistage du tout de regarder ça. Ça sera au diagnostic qu'on le fera. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà, donc je distingue en dépistage et en diagnostic. Alors, je ne prétends pas que ce soit une parole universelle, c'est un petit peu ce que nous pensions. En cas de PC inférieur au troisième percentile, faire plusieurs mesures et voir les autres mesures. Est-ce un PAG ou un petit PC isolé? Bien sûr, vérifier la datation si c'est tous les paramètres. C'est assez raisonnable, à moins que vous soyez franchement inférieur au premier percentile, mais de faire un contrôle du PC à 1 mois. Parce qu'en général, vous n'allez pas avoir une cassure de ce PC, en particulier quand vous êtes au 2e trimestre, faites un contrôle par exemple à 28 semaines. Et puis à l'issue du contrôle, si persistance d'un PC inférieur au 3e percentile ou si d'emblée inférieur au 1er percentile, vous pouvez adresser effectivement la patiente. N'utilisez pas, s'il vous plaît, le terme de microcéphalie, mais petit PC. Voilà. Diapositive suivante. En diagnostic, alors on poussera un peu plus. Alors peut-être que la sérologie CMV a déjà été faite. Si elle n'a pas été faite, on peut la faire. Plus ou moins phénylcétonurie, mais enfin, c'est des histoires un peu de chasse. On vérifiera aussi si on a un PC inférieur au 3e percentile ou inférieur au 1er percentile. On corrélera au PA au fémur. On évaluera la cinétique de la croissance du PC, voir s'il y a un infléchissement. Là, du coup, on fera une étude de morphologie cérébrale complète, par voie abdominale, voire par voie vaginale. Et puis, quelle est l'indication de l'IRM? Alors, peut-être qu'on l'a fait trop actuellement.
c'est en cas d'anomalie de structure cérébrale ou en cas de PC qui est largement inférieur au premier percentile. Hein. Je rappelle que c'est 0,1 percentile, la définition finalement de la microcéphalie. Argument d'ailleurs pour ne pas parler de microcéphalie quand on est inférieur au premier percentile. Quand vous avez inférieur au premier percentile à partir de 30 semaines, notamment si cassure de croissance isolée. Diapositive suivante, je crois que c'est terminé avec les références qui vont avec, qui sont assez récentes finalement, qui ne sont pas très nombreuses et que je vous laisse voir, mais qui sont assez intéressantes. Merci. Merci à vous, professeur Vessière. Du coup, alors on souhaitait laisser la parole aux représentants des CPDPN présents aujourd'hui. Donc on a professeur Florent Fuchs à Montpellier, docteur Frédéric Grosjean qui représente le CPDPN de Nîmes. Donc je ne sais pas si vous vouliez voilà, faire une petite intervention, suite à ces topos. Merci beaucoup. Merci Christophe et Géraldine pour la clarté des topos. On comprend mieux la progression de l'analyse et pourquoi le collège s'oriente vers cette courbe. Merci aussi beaucoup pour l'explicitation sur les petits PC parce que depuis la mise en place des courbes, je pense que tous on est confrontés à des demandes par rapport à cette situation. Donc, avoir expliqué que la microcéphalie, c'est inférieur au 0,15e percentile et donc des situations très rares, ça renforce un petit peu la sérénité des échographistes. Ça a été important quand on a réfléchi à la mise en place de ces courbes, et Frédéric pourra le confirmer pour Nîmes, d'avoir une homogénéité, et c'est ce qu'avait rappelé Olivier Thiébaut-Georges au début, une homogénéité à la fois au niveau des CPDP, mais aussi une homogénéité régionale et même un peu extra-régionale, puisque en tant que CPDP, on est confronté à des demandes qui parfois viennent de centres en dehors de la région, et c'est d'autant plus vrai pour les hôpitaux limitrophes de la région. Et ça a été un facteur indispensable de prendre le temps de s'accorder et de s'assurer que tout le monde puisse parler un même langage. Donc, merci pour cette organisation de webinaire et vos topos parfaits. Donc, rien de plus à ajouter de mon côté. Merci. Oui, oui, bonjour. Et effectivement, je ne rajouterai pas grand-chose de plus que ce qu'a dit le professeur Fuchs. Donc, effectivement, merci à tous les intervenants pour ce webinaire. Et effectivement, je pense qu'il était effectivement nettement temps qu'on pose aujourd'hui les recommandations régionales pour qu'on puisse effectivement avoir une pratique homogène, ce qui permettrait d'améliorer la pratique, que ce soit en dépistage et même en diagnostic, parce qu'effectivement, on se retrouvait dans des situations des fois un petit peu complexes, puisque voilà, avec ces différentes courbes qui nous étaient présentées. Donc, en tout cas, voilà, merci à vous et du temps pris pour ces présentations. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe aux questions. Alors, il n'y en a pas énormément. Donc, première question. Hop. Pourquoi, parfois, selon les courbes OMS, les biométries des PC et CA et fémur sont entre le 30e et le 50e percentile, alors que l'EPF est inférieur au 30e? Donc, l'éventuelle discordance qui peut exister entre les biométries prises isolément et l'EPF. Alors, moi j'ai déjà apporté un élément de réponse. Hein. C'est quand vous cumulez plusieurs paramètres qui sont inférieurs au 50e percentile, vous avez plus de chances de trouver une estimation de poids qui est en décalage par rapport à le seuil d'un paramètre isolé, puisqu'il cumule les petits résultats, les résultats un peu petits des trois paramètres associés, puisque l'estimation de poids, c'est une formule qui prend en compte les trois paramètres. Donc, s'ils sont un peu petits, un peu petits, un peu petits, ça fera très petit pour l'estimation de poids. En tout cas, il y a de ça. Après, bon, voilà, c'est principalement ça. Donc, c'est ça qu'on retrouve. C'est pour ça que, globalement, c'est assez rare de trouver une grosse discordance. Hein. Alors, je sais, parce qu'on l'a vu pour le CFEF, on avait en plus une problématique avec les PA qui sont rarement petits. Or, on sait que le PA est quand même très intéressant, déjà parce qu'il est isolé,
parfois, quand on fait une estimation de poids, il y a un des 3 paramètres qu'on ne peut pas mesurer, la tête ou le fémur, ou qu'on mesure mal. Donc, on augmente avec l'estimation de poids le risque d'avoir une estimation qui soit un peu faussée ou pas très juste, parce qu'on a mesuré quelque chose qui était difficilement mesurable parmi les 3. Et dans ce cas-là, si on a un bon PA, en fait, il y a beaucoup d'arguments dans la littérature pour penser que c'est un bon paramètre à utiliser pour voir s'il est petit ou en retard de croissance. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Moi, je compléterai ta réponse par le fait, effectivement, que dans le calcul de l'estimation de poids fœtal de la formule d'Hadlock, c'est le PA qui a le paramètre le plus fort. Et en modifiant très légèrement son périmètre abdominal, et donc en faisant varier le percentile de ce périmètre abdominal, on modifie grandement le percentile de l'estimation de poids. Donc, même avec des biométries individuelles normales, il n'est pas rare d'avoir une estimation de poids qui soit effectivement basse, uniquement par la force de ce paramètre dans la formule de l'estimation du poids, et donc expliquant pourquoi parfois il y a de la discordance entre le PF et le paramètre individuel. Merci pour ces réponses. Autre question, qu'en est-il des recommandations de la CNEOF 2022 pour l'utilisation des courbes intergrosses? Je peux commencer en fait à répondre. Vous savez que le CFEF a émis aussi des recommandations sur son site concernant plutôt l'utilisation des courbes intergrosses. On rejoint la discussion, en tout cas l'introduction que j'avais faite, c'était qu'eux, ils partent du principe que tout le monde doit utiliser la même courbe, les courbes prescriptives, et que vous soyez en Inde, en Chine, on doit, enfin, le concept finalement est d'utiliser la même courbe pour tout le monde. Et c'est un concept qui, pour la plupart de nous, ne nous paraît pas adapté. Et c'est le constat qui est fait un petit peu à l'international, puisqu'il n'y a pas de société savante qui a recommandé les courbes intergrosses aujourd'hui, parce que la plupart des expériences, sauf en Chine d'ailleurs, je crois, où ils sont plus petits quand même, justement, ils ont montré que ça sous-dépistait les PAG. Donc, ils sont restés sur cette idée-là que la CNEOF, en fait, c'est une émanation un petit peu, la plupart des personnes sont au CFEF, mais dans ce qu'ils ont dit, nous, c'est les courbes prescriptives, donc ils restent effectivement dans la même ligne que le CFEF pour des raisons de concept. Et puis, ils ont dit, oui, plutôt intergrosses, ils ont beaucoup travaillé sur les courbes intergrosses, que les courbes OMS, aussi arguant du fait qu'ils peuvent utiliser des Z-scores, en utilisant le fait qu'ils ont dit que la courbe intergrosse suivait une loi normale, donc on pouvait utiliser des Z-scores, qui est assez intéressant, en particulier faire du contrôle de qualité, tout en sachant que nous, on a abordé cette question en disant que faire du contrôle qualité, en tout cas, il y a du qualitatif, hein, c'est intéressant, d'ailleurs, je l'ai dit dans le topo du PC, c'est important de bien mettre les calipers, de bien faire vos mesures, de prendre plusieurs mesures, et c'est surtout là, et vous serez surpris de voir que quand vous changez un petit peu votre mesure, que vous l'améliorez, vous allez avoir un résultat qui est assez différent. Ça change pas mal l'estimation de poids, donc vraiment vous appliquez à bien faire vos mesures de PC ou de PA. C'est aussi pour ça que j'ai parlé de la trace, en particulier pour le PA. Et on peut aussi, et c'est ce que recommandait le CFEF, c'est d'utiliser des Z-scores pour faire un suivi des personnes sur les courbes de croissance intergrosses. Ce qui n'est pas possible, en tout cas si, ça l'est, parce qu'on peut utiliser des courbes, des Z-scores, mais ils n'ont pas été publiés actuellement, mais on peut les calculer pour les courbes OMS. Voilà. Sauf que c'est vrai que utiliser des Z-scores me semble discutable à partir du moment où on a un référentiel qui n'est pas forcément adapté, un peu trop bas, en particulier pour le périmètre abdominal et l'estimation de poids. Parce que si c'est pour vous dire vous mesurez trop bas, il faut mesurer, vous faites des mesures qui ne sont pas assez petites, en particulier pour le PA, mais non, c'est parce que les courbes ne sont pas adaptées. Donc, on retrouve effectivement un questionnement sur l'intérêt de ces Z-scores. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pour un peu expliciter pourquoi ils sont restés sur cette ligne-là, et que, en même temps, la CNEOF de 2022 ne contre-indique pas du tout la courbe OMS. Merci. D'autres éléments de réponse à apporter?
Non. Autre question. Voilà. Concrètement en dépistage, je peux commencer avec les courbes OMS et sur les nouvelles grossesses, mais quid des grossesses en cours? Dois-je changer de courbe en cours de grossesse? Moi, je pense, tout le monde peut répondre, hein, je réponds parce que j'ai ma présentation, mais si vous voulez répondre à ma place, évidemment, aucun problème. De toute façon, moi, je pense que les deux sont possibles, hein. Après, si vous n'allez pas avoir une grande différence en général, en tout cas pour le PA et l'estimation de poids avec OMS versus CFEF. Donc, moi, je changerais assez facilement en disant, bah, voilà, on a utilisé là les courbes anciennes, maintenant on fait ce différentiel. Donc, il se peut que la comparaison avec les mesures précédentes ne soit pas optimale. Voilà. Après, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre à utiliser OMS et à expliquer à la dame. D'accord. Alors, on a une autre question sur quand doit-on utiliser les courbes OMS? Alors, je sais pas si c'est à partir de quand ou à partir de quel terme, mais en tout cas, en pratique, à partir de quand doit-on utiliser les courbes OMS? Donc, c'est un peu la même. Hier. Très bien. Alors, on a une question un peu subsidiaire sur la question de l'expertise en cas de procès si on ne suit pas les recommandations de la CNEOF 2022. Alors, c'est une question très intéressante. Et donc, on s'est beaucoup penché sur ce sujet-là parce que je sais que ça va vraiment au-delà des courbes, hein. La CNEOF 2022, ça pose un certain nombre de questionnements que tout le monde a en tête. Donc, c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre nous, et je pense qu'une bonne partie des CPTPN ont signé un document qu'on a envoyé au ministère en disant qu'il ne faut pas appliquer la CNEOF 2022 aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont été rajoutés, qui sont très discutables. Et il y aura d'ailleurs dans un prochain numéro, ça sera sous presse d'ici quelques jours, je pense, une explication à ce manifeste qui a été envoyé et signé par 30 CPDPN, enfin 30 responsables de CPDPN sur 49, ce qui ne veut pas dire que les autres sont contre ce manifeste, mais ne se sont pas manifestés. Donc voilà. Et dans la revue rouge, gynéco-obstétrique fertilité, il y aura le détail de la CNEOF et il y aura donc une introduction, une explication avec le manifeste que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, qui a été fait en disant non, la CNEOF 2022 est trop controversée, elle n'est pas applicable aujourd'hui. Il faut rester sur la CNEOF 2016 et refaire effectivement des réunions pour rediscuter de ces points. Donc, on a dit, ce n'est pas opposable aujourd'hui, et ça a été signé par suffisamment de personnes pour vous dire que vous n'aurez pas de problème médico-légal en utilisant les courbes, on revient aux courbes, OMS plutôt que les courbes intergrosses. Ce d'autant que, d'ailleurs, ils ne contraignent pas les courbes OMS. Voilà. Et d'ailleurs, la CNEOF n'a dit que, de toute façon, l'ensemble de la CNEOF ne doit pas être appliqué dès le moment où on a publié qu'il fallait des formations, des choses comme ça. Donc, soyez bien tranquille, vous ne risquez rien. Et si vous risquez de peut-être un peu moins sous-diagnostiquer les PAG, c'est bien pour les patients. Bon, il y a moins de questions pour Géraldine, j'ai l'impression, hein. Ah, on a une nouvelle question. Au même titre que le sexe fœtal, est-ce que la gémilité est un critère qui peut faire varier les courbes? Oui, ça fait varier les courbes. Là, il y a des gens qui, il y a des publications récentes où ils ont fait des courbes de jumeaux. C'est vrai que en général, vous avez à partir de 26-27 semaines, c'est assez logique d'avoir des paramètres de croissance qui sont un petit peu en dessous pour quand vous reportez vos paramètres de croissance de jumeaux sur les courbes Singleton. On connaît bien ça. Pour l'instant, on avait dit qu'on n'utiliserait pas les courbes de jumeaux spécifiques pour ne pas sous-estimer les PAG. On en aura peut-être un peu plus justement. Voilà, mais peut-être que les choses vont changer. Il y aura des recommandations du collège qui seront faites normalement pour 2024. Je ne pense pas qu'ils vont choisir des courbes spécifiques. Voilà, il faut l'avoir en tête, mais voilà. Alors, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Florence, si tu veux commenter ou...
Non, non, dans le même ordre d'idée, hein, l'idée de la gémellarité, comme ce sont des patientes plus à risque, avec plus de complications, l'objectif, c'est vraiment de privilégier la sensibilité. Donc, on reste sur des courbes de singleton pour peut-être être plus attentif, mais ne pas rater en tout cas des fœtus qu'on normaliserait avec des courbes un peu spécifiques. Donc, ça a vraiment toute sa place de garder des courbes de singleton, y compris pour les jumeaux à l'heure actuelle. Et puis, n'oubliez pas que c'est vraiment une cinétique de croissance, à voir s'il y a une cassure de croissance entre deux points et pas simplement un point isolé aussi. C'est un élément complémentaire. Merci, merci pour vos réponses. A priori, on arrive au bout des questions. Je voulais tout d'abord remercier professeur Vessière et Gascoigne pour leur topo et la précision des réponses apportées. Merci aussi à Dr Grosjean, professeur Fuchs de votre présence et qui donne du sens aussi à ce webinaire et aux représentations des 3 CPDPN d'Occitanie. Pour contacter le réseau, je vous remets les coordonnées. Donc le mail de contact du réseau de périnatalité en général, le mail spécifique à la T21 pour toutes les questions d'agrément et de suivi des médianes. Les réseaux sociaux aussi du RPO sur lesquels beaucoup d'actualités circulent, donc n'hésitez pas à y faire un tour parce qu'il y a les activités du réseau, mais aussi de plein d'acteurs de la région. Et puis voilà. Et je vous laisse avec la date du prochain webinaire organisé par le réseau qui sera sur la prévention de l'usage des écrans, qui aura lieu le 20 janvier prochain. En vous déconnectant du webinaire, vous allez être invité à répondre à un très court questionnaire de satisfaction, et notamment où on vous demande de vous prononcer sur d'éventuelles thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors d'événements de ce type. Donc n'hésitez pas à faire des propositions. Je vous remercie de votre présence. Pour info, il y avait donc une cinquantaine, on a atteint quasiment 60 participants connectés aujourd'hui, donc c'est une réussite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.